C'était il y a quelques années, à une époque où la fin du collège marquait un passage presque mythique dans nos vies d'adolescents. Ce jour-là, c'était le tout dernier jour de quatrième, ce moment tant attendu, redouté aussi, où le vacarme des couloirs se mêle au rire nostalgique, où les murs résonnent de messages griffonnés à la hâte dans les pages des yearbooks, des adieux maladroits mais sincères, entre larmes retenues et soulagement palpable. Mon collège était immense, on y comptait facilement plus d'1 millier d'élèves. Pour éviter que ce rituel de signature ne devienne un chaos incontrôlable, les enseignants avaient décidé de centraliser les yearbooks, les faisant passer d'une classe à l'autre, pour que chacun puisse laisser un mot à ses camarades, même ceux qu'il connaissait à peine. L'intention était belle, mais l'exécution moins maîtrisée. Forcément, cela ouvrait la porte à des abus. Certains élèves en ont profité pour écrire des choses blessantes, parfois cruelles. Je connaissais quelques victimes de ce genre de plaisanterie amère, mais ce n'est pas une insulte qui m'a marqué ce jour-là. Non, c'est quelque chose de bien plus étrange, de beaucoup plus dérangeant. Lorsque j'ai récupéré mon yearbook en fin de journée, je l'ai ouvert avec l'excitation d'un gamin prêt à découvrir les souvenirs d'une année entière. Des blagues internes, des cœurs dessinés à la hâte, des messages de bons copains, des on se revoit au lycée partout, et puis au détour d'une page, mon regard s'est figé. Sous la photo d'un élève que je ne reconnaissais pas, un visage que je n'avais jamais croisé, une signature m'attendait, Samuel Robinson III, un nom gravé maintenant à jamais dans ma mémoire. Le message qu'il avait laissé était court, presque anodin, mais il m'a glacé. AJS, je te reverrai bientôt. AJS, have a great summer. Une banalité, mais le je te reverrai bientôt, pourquoi, comment, je ne connaissais pas ce type, jamais échangé un mot, même son visage m'était étranger. Ce n'était pas comme s'il m'avait confondu avec quelqu'un d'autre, ma photo était là, mon nom aussi. Je me suis senti pris d'un malaise. Pas une peur franche, mais ce genre d'inconfort qui se loge dans le ventre et refuse de partir. Pourtant, que pouvais-je faire? L'année scolaire était terminée. J'ai donc rangé le yearbook, mettant tout ça sur le compte d'un ado bizarre, peut-être un malentendu. Et j'ai choisi d'oublier. Le soir même, j'avais prévu une soirée pyjama chez moi, dans le sous-sol, avec mes 3 meilleurs amis, Kevin, David et Kieran. On avait empilé les snacks, lancé une partie de Call of Duty et étouffé nos rires pour ne pas réveiller mes parents qui dormaient à 3 étages au-dessus. Vers 2 heures du matin, on jouait à se défier sur le rameur de mon père quand un bruit sec et net a stoppé net nos gamineries. 3 coups à la porte arrière, celle du sous-sol. On s'est figés tous les 4. Qui à cette heure-là frapperait à la porte du sous-sol? Pas la porte principale, pas la sonnette, non, la porte qui mène directement dehors, discrète, souvent oubliée. Quelqu'un savait que nous étions là, précisément ici, et ça c'était terrifiant. Kieran, sans réfléchir comme à son habitude, lança d'une voix claire « Qui est là ?» J'ai voulu le faire taire, trop tard. Il venait de confirmer ce que l'autre personne n'était peut-être pas sûre, qu'il y avait bien quelqu'un ici, que la lumière, les bruits, venaient d'ados réveillés, pas d'un sous-sol vide. Il y eut un long silence. Puis une voix aiguë, jeune, presque joyeuse, passait par la porte de derrière. Une phrase étrange, l'intonation n'était pas menaçante. Elle ressemblait à celle d'un camarade qui aurait su qu'on faisait une fête et voulait entrer. Mais je ne connaissais pas cette voix, et mes amis, au lieu de paniquer, étaient excités. Comme si cette situation surréaliste avait un goût d'aventure. Ils voulaient que j'aille voir. Moi, je n'en avais aucune envie. Mais ils ont insisté. Alors à contre-cœur, j'ai monté les escaliers, le cœur battant à tout rompre. Derrière la porte de la cuisine, il y avait une petite vitre latérale. Je me suis approché lentement, et là, à la lumière blafarde du lampadaire, je l'ai vu. Lui, Samuel Robinson III, celui du yearbook, celui du message. J'ai failli m'évanouir. Il ne me regardait pas avec un sourire malicieux. Il avait l'air normal, comme si sa présence là, en pleine nuit, était tout à fait logique. Mes amis ont voulu ouvrir. J'ai bloqué la poignée. Je sais qui c'est. Je leur ai expliqué. Le yearbook, le message, son nom, tout. Samuel nous fixait à travers la vitre. Il fit un geste de la main, désignant la fenêtre de la cuisine, comme s'il voulait me parler plus discrètement. Un instant, je me suis demandé si je n'exagérais pas. Après tout, c'était un élève, comme moi. Pas un adulte inconnu, pas un danger évident.
Je suis allé à la fenêtre, l'ai ouverte très légèrement. Il s'est approché et j'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Je t'ai vu dans le yearbook. Il sourit. « Ah, donc tu as lu mon message. » Il se présenta « Sam ». Puis, calmement, « Je t'observais depuis longtemps. Je pense qu'on aurait pu être de bons amis. » Je n'ai rien dit. J'ai hoché la tête, juste pour ne pas l'énerver. Je ne ressentais aucune amitié, juste une peur viscérale. Alors je posais la question qui me hantait. « Comment tu sais où j'habite ?» Silence. Il détourna les yeux. Avant que je puisse désamorcer la situation, David lança, agacé, « T'es qu'un fichu stalker. Fous le camp d'ici. » Tout bascula. Le sourire de Samuel s'effaça, il pencha la tête comme s'il ne comprenait pas. Puis son visage se transforma. De calme, il devint livide de rage. Il hurla, vociféra, qu'il me haïssait, que mes amis méritaient de mourir, que mon ex me détestait, des choses qu'il ne pouvait pas savoir. Il tenta d'ouvrir la fenêtre de force. J'ai réussi à la refermer et à la verrouiller à temps. Samuel se mit à gronder, à marteler la vitre de ses poings comme un animal furieux. Le vacarme réveilla mes parents. Ils dévalèrent les escaliers, furieux, et là Samuel s'enfuit, disparaissant dans la nuit. Mon père, en caleçon, courut dehors, en vain. Le plus fou, c'est qu'ils n'ont même pas appelé la police. Le lendemain, ils ont contacté l'école, et ce qu'ils ont appris m'a terrifié. Samuel avait été expulsé plusieurs semaines avant la fin des cours. Il n'aurait jamais dû être là le dernier jour, mais les yearbooks avaient été imprimés avant son renvoi, ce qui expliquait sa photo. Donc, il était revenu clandestinement dans l'école, uniquement pour écrire ce message. Et le pire, personne ne savait où il habitait. L'école n'avait plus de traces de lui ni ses parents. Ils avaient disparu. Depuis, je ne sais toujours pas comment il a su où je vivais. C'est ça, le plus effrayant. Cette histoire est encore fraîche dans ma mémoire. Elle s'est déroulée il y a seulement quelques semaines, à la fin de notre année de terminale, en mai 2019, une période où tout bascule. Ce moment suspendu entre l'euphorie de la liberté retrouvée et la peur du vide qui s'annonce après l'école. L'année était terminée, les examens aussi. Officiellement, on était libre, mais la cérémonie de remise des diplômes était prévue plus tard, alors on restait encore en ville à célébrer. Chez nous, c'est une tradition bien ancrée. Le dernier jour de cours, les terminales se retrouvent près du grand clocher qui trône au cœur du campus. Un vieux monument de pierre devenu symbole de nos adieux. Ce soir-là, à 22h tapantes, des centaines de jeunes s'y entassaient, verre à la main, rire au bord des lèvres. On aurait dit un festival improvisé, un millier de corps compressés sous les étoiles. Nous étions 6 ce soir-là, moi, CTRN et évidemment Gareth. Gareth, il faut que je t'en parle. C'est un type instable, parfois inquiétant. Toujours à se vanter d'être fou, violent, incontrôlable. Il aime les regards effrayés, les poings serrés, les provocations. Il passe plus de temps à la salle de sport qu'à la maison et traîne une réputation de bagarreur comme une seconde peau. Parmi toutes les histoires sur lui, celle-ci est la pire. Et je peux la raconter librement, car cette fois, j'en ai été la cible directe. Vers minuit, après avoir trinqué trop de fois, crié trop fort et ri plus qu'on aurait dû, on a pris la route de la maison. On vivait hors campus, ce qui impliquait une marche à travers la ville. Une ville habituée aux étudiants, mais aussi hantée, comme toutes les villes, par les fantômes vivants de ces rues, les sans-abri, souvent délirants, parfois inoffensifs, parfois moins. On marchait, insouciant, quand l'un d'eux nous a repérés. Il surgit de nulle part, débraillé, sale, les yeux fous, il nous coupa la route comme un troll des contes anciens, hurlant des paroles incohérentes, nous bloquant le chemin comme s'il gardait un pont invisible. « Vous ne passerez pas » cria-t-il en gesticulant. On a rigolé. Pas par moquerie, mais par gêne. Instinctivement, on s'est écarté, contournant l'homme comme on contourne une bête sauvage. Tous, sauf Gareth, évidemment. Gareth lui a répondu, le provoquant, « Bouge de là, clochard, tu fais chier tout le monde. » Mauvaise idée. Le sans-abri fit un pas en avant, menaçant. Il hurlait des mots qu'on ne comprenait plus. Je me suis interposé, essayant de tirer Gareth en arrière, mais il m'a repoussé. Puis, dans un élan imprévisible, il s'est lancé droit sur l'homme, en criant comme un possédé. Le sans-abri a fui en courant, et Gareth a éclaté de rire, triomphant,
comme s'il venait de chasser un démon. On a fini par reprendre notre route. En apparence, tout allait bien, mais on ne savait pas encore qu'il nous suivait. Une dizaine de minutes plus tard, quelqu'un s'est retourné. Il est encore là. Le type était derrière nous, loin mais visible. Quand nos regards se sont croisés, il s'est remis à hurler. « Vous avez fait une grosse erreur. Je vais faire appel à la niche. » À la niche a soufflé quelqu'un. On a ri nerveusement. Ce qu'il disait n'avait aucun sens, mais la peur commençait à suinter doucement. Garrett, bien sûr, a recommencé. Il a foncé sur lui, et comme avant, le sans-abri a pris la fuite. On a accéléré le pas, espérant qu'il se lasse. Une fois arrivé, on pensait en avoir fini. Notre maison, un vieux bâtiment bancal, était là. On a claqué la porte, ri un bon coup et s'est remis à fêter. Je ne pourrais même pas te dire l'heure qu'il était. Tard, très tard. J'étais sorti sur le porche pour récupérer une commande d'Ordache. La tête dans les nuages encore alcoolisée, je me suis figé. La barrière du jardin, celle sur le côté, était ouverte. On la ferme toujours avec une ficelle. Là, elle pendait mollement. Quelqu'un l'avait dénouée, quelqu'un était entré. Je le savais, c'était lui. Mais au lieu d'avertir les autres, je suis allé voir. Seul, comme un idiot. Je longeais la maison lentement, chancelant à moitié, et tournais vers le jardin. Et là, tout bascula. Un cordeau se serra brutalement autour de ma gorge. J'ai tenté de hurler, impossible. Je suffoquais. Le tissu râpeux me lacérait la peau. Je me débattais, frappais l'air. Mais l'autre avait l'avantage. Il me tirait vers lui, et mes forces m'abandonnaient. Alors, dans un ultime réflexe, j'ai projeté mes jambes en arrière. Il a vacillé. On a chuté tous les deux. Le souffle est revenu dans mes poumons, mais il était toujours là. Il s'est relevé avant moi, les yeux fous. Il m'a griffé le visage. Je sentais le sang chaud couler. J'ai hurlé. Je l'ai repoussé d'un coup, et il s'est enfui. Je ne l'ai jamais revu. Cette nuit-là, j'ai fini à l'hôpital. Pas de blessures graves, mais des points de suture, des vaccins, et une angoisse nouvelle collée à la peau. Et mes photos de remise de diplôme, elles sont toutes marquées de traces rouges sur mes joues. Quant à la police, inutile. Trop peu, trop tard. Et j'allais quitter la ville une semaine plus tard. Garrett s'est senti coupable. Il m'a emmené manger à nous, mais je ne lui en ai jamais voulu. J'espère juste qu'il a compris que certains hommes n'ont rien à perdre. Et que les provoquer, c'est parfois signer sa propre condamnation. C'était en 5e, un âge bizarre. On croit tout savoir alors qu'on ne comprend encore rien. L'année touchait à sa fin, et avec elle s'achevait cette période étrange de transition entre l'enfance qu'on renie et l'adolescence qu'on ne maîtrise pas. C'est là que j'ai connu Sven. Si tu as déjà été dans une grande école, tu sais qu'il y a toujours un ou deux élèves différents, ceux qu'on remarque sans les connaître, ou ceux qui attirent un regard, pas par popularité, mais parce qu'ils semblent flotter à côté du monde. Sven, c'était ça. Il n'avait aucun ami, ou du moins aucun qu'on connaissait. Il ne répondait jamais aux tentatives de contact, même les plus gentilles. Il se contentait de rester dans le fond, littéralement, toujours au dernier rang, le plus éloigné possible de la porte, du tableau, des autres. Son uniforme se résumait à un combo qu'il ne quittait jamais, un hoodie bordeaux trop grand, qui lui tombait jusqu'aux cuisses, et un short cargo, été comme hiver. Il avait une voix anormalement grave pour son âge, une voix qui gênait presque quand il parlait en classe, comme un adulte coincé dans un corps de préado. Les autres se moquaient, pas toujours méchamment, mais assez pour qu'il se mure encore plus dans le silence. Une fois, mon pote Tyler l'a surpris en train de trancher des vers de terre pendant la récré, assis seul au bord du terrain. On ne savait pas s'il jouait ou s'il faisait autre chose. À chaque pause, il allait se poster près du grillage, celui qui séparait l'école de la lisière boisée. Il restait là, immobile. Parfois on disait qu'il parlait à quelqu'un de l'autre côté, mais moi je ne l'ai jamais vu faire ça, et franchement je ne voulais pas m'approcher, mais ce n'est pas pour ça que je te raconte cette histoire. Ce qui s'est passé le dernier jour de l'année, c'est ce que je n'arrive toujours pas à expliquer, et ce qui me fait encore froid dans le dos aujourd'hui. Il faut comprendre une chose, notre collège était immense. Tellement de classes, d'élèves, d'étages, c'était devenu une tradition chez les élèves de 5e. Le dernier jour, tout le monde changeait de salle en douce pour faire des blagues aux profs. Ils le savaient bien sûr, c'était devenu une sorte de jeu complice. Moi j'étais un élève modèle. Ce genre de gosse élevé pour respecter les règles, même quand les autres les brisaient.
Alors que mes amis allaient faire les idiots dans d'autres classes, moi je restais là où j'étais censé être. Ce jour-là, j'étais seul. Et Sven aussi. Le bazar nous avait réunis dans la même salle. Je ne me souviens plus de ce qu'on faisait. Un exercice de fin d'année, un questionnaire à la noix. Mais Sven n'était pas normal ce jour-là. Je ne parle pas de ses vêtements ou de sa posture. Non, il bouillonnait, il tapait du pied. Frénétiquement, il regardait autour de lui sans cesse, comme s'il surveillait quelque chose ou quelqu'un. Il n'était pas concentré, pas présent. Il transpirait presque l'angoisse. Et ce n'était pas juste lui, il y avait beaucoup d'élèves que je ne reconnaissais pas dans cette salle. Ou pas juste 2 ou 3, comme d'habitude quand les classes se mélangent. Beaucoup, trop. La prof, Madame Bell, nous a demandé de nous mettre par groupe de 3 ou 4 pour remplir une fiche, une activité bateau. Un prétexte pour parler, rigoler. Puis, sans prévenir, elle s'est levée, a décroché le téléphone de son bureau et a tourné le dos à la classe. Elle parlait doucement, très doucement. Quelques minutes plus tard, une autre enseignante est arrivée. Elles se sont mises à discuter à voix basse juste à l'entrée. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai senti tout de suite. Quelque chose clochait. Le ton, les regards, le silence calculé. Elles sont revenues dans la salle, ont fait semblant de rien. Puis, sans un mot, elles sont allées voir certains élèves. Elles se penchaient à leur oreille. Les enfants se levaient sans faire de bruit et partaient dans le couloir. Aucun autre élève ne semblait réagir. Moi, j'étais tétanisé. Quand Madame Bell est revenue seule et s'est rassise à son bureau, le calme n'a duré qu'un instant. L'alarme incendie s'est déclenchée. Et encore une fois, c'est sa réaction qui m'a glacé. Elle ne semblait pas surprise. Allez, en rang, on sort. On a rejoint les autres classes sur le terrain derrière le bâtiment. Comme d'habitude. Et comme d'habitude, on s'est regroupé par classe. J'étais avec mes amis. La normalité semblait revenir. Mais moi, je n'étais pas tranquille. Mon regard s'est tourné vers le bâtiment. Et là, je l'ai vu. Un mouvement, une silhouette. Au 2e étage, derrière une vitre. C'était rapide, presque imperceptible. Peut-être une ombre, un reflet, un rideau. Mais je suis certain que ce n'était pas normal. Le bâtiment était censé être vide. Je n'ai rien dit, mais je refusais de rentrer. Et on ne l'a pas fait. Des sirènes ont retenti. Puis les voitures de police ont afflué. Pas une, pas deux, une file entière. Des agents sont sortis en trombe. Sont entrés dans le collège, armes à la main. On nous a ordonné de rester calmes. Les profs nous faisaient la morale avec des voix tremblantes. Peu après, on nous a dit que l'école fermait pour la journée. Pas de bus. Il fallait appeler nos parents. Je n'ai jamais su la vérité complète. Mais mes parents, eux, ont reçu un appel du collège. Ils m'ont expliqué ce qu'ils savaient. Des élèves inconnus avaient été repérés dans le bâtiment. Certains ne fréquentaient même pas notre école. Il paraît qu'on a trouvé dans un sac des objets très inquiétants. Et que Madame Bell avait déclenché la fausse alarme exprès pour évacuer les lieux. Mais la rumeur la plus glaçante venait de ma mère. Elle m'a dit que Sven avait été vu plus tôt dans la journée, ouvrant le portillon du côté, près de la clôture, et que c'était par là que les étrangers étaient entrés. Je ne l'ai jamais revu.